On est sur le périph', on est bloqué. Et donc, il nous dit 12h15. C'est quand on est à l'arrêt qu'on se rend compte à quel point la vie va vite. On passe notre temps à courir, derrière des bus, des horaires, des rêves, des boulots, des hommes, du temps, de l'argent. Et si on s'arrêtait juste quelques instants, le temps d'écouter mon invité d'aujourd'hui, qui demain, sera déjà reparti. Championne de France de planche à voile, animatrice emblématique de la carte au trésor et d'Interville, entre autres. Elle est aussi une femme d'affaires avisée et une militante active pour le bien-être et l'environnement. Elle se conjugue au pluriel, mais n'a qu'une seule religion, qu'elle pratique assidûment, c'est le sport, qui l'a fait littéralement exulter et l'a sortie de bien des mauvais pas. C'est dans le doux brouhaha d'un petit salon de thé que je finis par rejoindre Nathalie Simon, qui m'attend tranquillement, un grand sourire aux lèvres. Lumineuse, elle incarne aujourd'hui une philosophie de vie axée sur l'équilibre, le mouvement, la positivité et l'envie de transmettre. Ça tombe bien, j'ai très envie d'apprendre. Alors on attaque direct, pas de chichi. Vous savez que dans ce podcast, on parle de ménopause. Ouais. Vous êtes prête à tout nous dire? Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Tout va bien se passer. On passe toutes par là. Hein. Ou on passe toutes par là. Oui. Et est-ce que vous saviez, vous, ce que c'était la ménopause? Alors, j'avoue que c'est assez étonnant parce que ma mère était une vraie militante. Ouais. Mai 68, les barricades et tout ça. Nous a toujours dit à ma sœur et moi, mes filles, soyez indépendantes, soyez autonomes, travaillez. Elle a travaillé, elle était kiné. Elle était masseur kinésithérapeute. Elle y tenait vraiment beaucoup, ouais. Même si aujourd'hui les kinés ne massent plus. À l'époque, elle massait beaucoup. Et elle m'a emmenée sur ma première visite au planning familial à l'époque, ouais. Quand j'avais 15 ans et demi, 15 ans. Ouais. Ouais. Donc j'ai eu la pilule très vite. En revanche, on n'a pas parlé de la ménopause. Bon, après, ça m'a pas complètement aidée. Je pense que si on avait plus parlé de choses plus très techniques, comme ouais. Mettre des préservatifs, etc., ouais. Parce que la pilule, finalement, exonérait des préservatifs. Bien sûr. Moi, j'ai attrapé une salpingite et après, ça a été très, très, très compliqué pour avoir ma fille. Je suis passée par toutes les étapes, hein, la grossesse extra-utérine, les trompes en moins, la fécondation in vitro, etc. Ah, oui. Et en réalité, la pilule, finalement, m'a libérée d'un truc, mais m'a apporté ça. Alors j'ai écrit un livre ouais. Qui s'appelle Les bienfaits du sport. Alors le titre est un petit peu, n'est pas vraiment le reflet du livre puisque je parle de ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le sport m'a aidé à affronter ces tentatives de grossesse qui ont été extrêmement compliquées. Et voilà. Donc là, votre question m'amène à cette. Bien sûr. À cette réalité-là. Ouais, ouais. Et est-ce que le sport vous a aidé aussi à affronter la ménopause, justement? Ah bah oui, ouais. Ah bah carrément. Parce que le sport permet, quand on est en situation préménopause, c'est surtout la préménopause qui est compliquée. Ouais. Parce qu'on ne peut pas être aidé par des hormones quand on est en préménopause. Il faut vraiment attendre, si on est éligible, si on n'a pas de contre-indication, d'avoir des vrais symptômes de ménopause. D'être vraiment ménopausé, ça peut durer 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans. Et là, c'est l'enfer, ouais. Puisque on n'a que de la phyto-aide, entre guillemets, qui peut arriver. Et le sport diminue les symptômes, permet d'avoir moins de suer, de mieux dormir et de ne pas être hyper agressif tout le temps. Et alors, vous avez eu ça? Vous avez eu tous ces symptômes? Vous avez été agressive? C'était quoi vos symptômes? Moi, je suis assez tonique, hein, de façon générale. J'ai le côté au taquet dès le réveil, je le connais depuis toujours, donc mon mari est habitué. Mais c'est vrai que c'est surtout, au-delà d'être agressif, c'est qu'on est un peu déprimé. On ne sait pas trop pourquoi. On transpire, on a les bouffées de chaleur en permanence. Donc ça, dès qu'on a une petite émotion, foum, c'est les grandes eaux. Ouais. Et c'est immaîtrisable. Et on dort mal. On ne sait pas trop ce qui nous arrive, en fait. C'est comme s'il y avait un petit chamboulement, un petit tsunami hormonal. Enfin, c'est ce qui se passe, d'ailleurs. Et on est hyper démunis. Et je dis, on est hyper démunis, IES, toutes. Bien sûr. Hyper démunis.
j'ai compris que la pratique du sport, aller courir, aller marcher vite, aller nager, me permettait de réduire une partie de ces symptômes-là. Alors souvent, je voudrais revenir sur une chose, parce que c'est vrai que souvent on me pose des questions, par exemple sur les réseaux, on me dit oui, mais vous interviewez souvent des femmes qui sont déjà en ménopause ou qui ont été en ménopause, mais la préménopause, vous n'en parlez pas. Si, la préménopause, c'est vrai que c'est le moment, je dirais, le plus atroce. Oui, c'est le moment le plus atroce, parce que on était une femme qui pouvait avoir des enfants, et on est en train de se transformer en femme qui peut plus en avoir. Même si on a décidé de plus en avoir parce que voilà, on arrive à 50 ans, il y a quand même un truc qui se passe dans notre tête. Bien sûr. Et on bascule dans la tête de beaucoup de gens, dans l'imaginaire, dans le camp de la nana qui sert plus à rien, quoi, la bonne achetée. Et moi, je me bats contre ça. Et je t'ai toujours dit, quand j'avais 50 et même maintenant, est-ce que je suis bonne achetée ? Non, je suis pas bonne achetée. J'ai surtout, vous allez pouvoir maintenant être libre d'avoir des règles en permanence. Mais cette liberté, il faut l'apprivoiser. Bien sûr. Et cette préménopause, c'est le moment le plus dur. Mais dans préménopause, il y a pré, et c'est temporaire. Le pré est toujours temporaire. Ouais. Donc, il faut prendre vraiment le taureau par les cornes. Il faut être très proactive, en fait. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se laisser faire. Non. Vous dites qu'il y a une pathologie de ménopause chez les sportives. Alors oui, il y a une pathologie dans la blessure de la sportive ménopausée. Ça veut dire Ça veut dire que la sportive ménopausée, comme la ménopause assèche tout, bien sûr. Voilà, intérieur, extérieur. Elle assèche aussi les tendons. Elle fragilise les tendons, elle fragilise les muscles. Donc il y a chez les sportifs ménopausés qui ne prennent pas de compléments hormonaux, de traitement hormonal, de ce qu'on appelle le THS, je crois. Chez celles qui ne prennent pas d'œstrogène ou de progestérone, ou les deux, il y a une pathologie de blessure de la sportive plus importante. Oui, forcément, parce que si vous faites du sport un peu intensif et que vous avez les tendons, les muscles fragiles, les os fragilisés par l'ostéoporose qui peut arriver, etc., vous vous mettez un petit peu en danger. Donc, il faut être vigilante. Et alors, comment vous avez été vigilante, vous ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous souvenez le premier jour, est-ce que vous vous souvenez le moment où vous avez dit « Ok, là, il y a un truc qui ne me va pas, il y a un problème ». Alors, ça n'arrive pas comme ça. Il n'y a pas un premier moment. Ça arrive un petit peu doucement, de façon sournoise, je dirais, insidieuse, pour être plus positive. Et moi, j'ai la chance d'avoir un gynéco qui est endocrino, puisque j'ai la thyroïde, enfin j'en ai plus d'ailleurs de thyroïde, mais qui dysfonctionne depuis toujours. Donc mon endocrino gynéco, je discute beaucoup avec lui. Et lui m'a parlé de cette pathologie sportive et il m'a dit, si vous faites pas attention, si vous prenez pas un traitement, vous risquez d'être blessé, etc. Et vous allez baisser en performance. Et là, il a dit le bon mot. Je lui ai dit, attends, je veux pas du tout baisser en performance. Donc, c'est quand, c'est quoi, c'est où, c'est comment. Et il m'a dit, dès que la ménopause est réellement installée, vous êtes éligible puisque vous n'avez pas de contre-indication à un traitement hormonal, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais traitement hormonal de substitution. Et je l'ai pris. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et je lui ai dit, mais oui, mais alors on dit que il y a plus de cancer. Et là, il m'a balayé ça. Il m'a dit, mais attendez, c'est une étude il y a 20 ans. Il y a 20 ans aux États-Unis. Voilà, parce que les Américains ont une façon de traiter différente qui a fracassé le traitement hormonal chez les femmes ménopausées. Et aujourd'hui, les femmes sont toutes très inquiètes vis-à-vis de ça. Et il y a même des médecins qui refusent de le faire parce qu'ils ont peur. C'est ceinture et bretelles. Mais moi, je le dis à toutes les femmes qui me disent voilà, je peux plus dormir, je suis agressive, j'ai envie de pleurer, ma peau va pas, sécheresse partout, vaginale, voilà. Je dis mais je ne comprends même pas pourquoi tu fais pas ça. Voilà. Si vous n'êtes pas contre-indiqué, si vous n'avez pas eu de cancer, si dans votre famille il y en a pas au niveau cancer du sein et cancer des ovaires ou de l'utérus, il y a aucune raison de ne pas le faire. Vous êtes juste, vous faites des contrôles et voilà. Justement, tout à l'heure, vous parliez de votre parcours de PMA, votre parcours à quel point ça a été difficile pour vous de tomber enceinte. J'imagine que ça a aussi eu des répercussions importantes sur ce qui s'est passé dans votre corps. Est-ce que, justement, il y a eu comme ça une répercussion aussi avec la ménopause ? Alors, c'est vrai que
pour moi, cette zone-là, c'était une zone de souffrance pendant longtemps. Parce que vous doutez bien que quand on a une salpingite, on a des symptômes, ça fait mal. Après, quand on a une grossesse extra-utérine, ou même avant, bon voilà, donc il faut se traiter. J'avais fait des traitements pour tomber enceinte plus vite, donc allez, vas-y, elle fait les piqûres dans le ventre. Après, la grossesse extra-utérine, ensuite les opérations, ensuite la PMA. Bon, pour moi, c'était quand même une zone où ça devient presque un ennemi ou pas un ennemi, non? Pas un ennemi, mais pas hyper friendly tout le temps quand même. Je pense que c'est un petit peu ce que vivent les filles quand de l'endométriose. Où voilà, c'est difficile parce que ça devrait être le lieu moi, j'enviais les gens qui disaient je me souviens, mon fils, je l'ai fait au clair de lune sur une plage machin, et je dis moi je l'ai fait avec le médecin, dans une salle. Et d'ailleurs, je disais au médecin, c'est marrant parce qu'en fait, on n'a plus besoin de mon mari, on est là tous les deux. J'ai choisi d'en rire en fait, parce que je me doutais bien que... C'est bien de le dire, c'est bien de le partager. Oui, parce que je connais tellement de filles autour de moi qui en pleuraient tout le temps. Parce que quand on a envie de tomber enceinte, on voit que des femmes enceintes autour de soi. Quand on est en préménopause, on voit que des jeunes femmes. Et que des enfants, que des bébés. Ah, moi j'ai vu que des bébés. Voilà. Je voyais que ça. Donc c'est assez facile de glisser. Et pour pas glisser, il faut pas se laisser faire. Donc le sport pour moi est un moyen de garder un peu le contrôle. J'aime bien avoir le contrôle, ça vous l'avez compris, mais de garder le contrôle sur mon corps et l'autodérision, le second degré, prendre un peu de hauteur et d'avoir une information extrêmement technique sur ce qui m'arrive me permet aussi de garder le contrôle sur ça. Quand vous dites garder le contrôle, ça veut dire quoi, Nathalie ? Parce que ça veut dire, ça englobe plein de choses. Oui. Pourrait-on dire que je suis un peu psychorigide ? Peut-être. Ça me permet de ne pas me laisser trop dévaster par des émotions. Je suis quelqu'un de très sensible à la base. Quand j'étais gamine, j'étais vraiment hypersensible. Et je me suis rendu compte que c'était pas simple dans la vie quand on était trop sensible. Bien sûr. Ça veut dire s'endurcir un petit peu, ça veut dire être plus dur à la douleur. De toute façon, la vie a fait que les étapes que j'ai eues dans mon parcours de femme ou de sportive m'ont appris à résister à la douleur. Presque trop parfois, mais voilà, et à vouloir toujours être performante. Donc c'est aussi ça, peut-être, garder le contrôle. Ça ne veut pas dire avoir le contrôle de ce qu'il y a autour de moi. Non, c'est vraiment moi. Et quand vous dites garder le contrôle, aussi, ça veut dire, par exemple, est-ce qu'il y a des exercices ? C'est une question un peu naïve, mais est-ce que vous faites des exercices ? Est-ce qu'il y a des exercices sportifs ou de respiration ou mentale qui font que vous gardez le contrôle ? Alors déjà, quand je gamberge, parce qu'on fait tout ça, la nuit, on se réveille et on gamberge, ça mouline là-dedans. J'essaye de respirer. Inspirer, expirer, de la respiration, vraiment de la cohérence cardiaque en quelque sorte, et de chasser cette pensée-là et je la remplace par une autre. Ah d'accord. Je navigue, j'essaye de passer un jibe, j'y arrive pas mais j'essaye, et je me reconcentre sur quelque chose. Alors moi je ne sais pas ce que c'est un jibe. Un jibe, une manœuvre en wing foil ou en sport, quand on fait une manœuvre et qu'on n'y arrive pas, on les enchaîne. D'accord. On fait des gammes, comme les pianistes. Voilà. Donc je suis sur l'eau, par exemple je suis au Brésil, je suis sur l'eau, je navigue. Je tente des trucs, je tombe, je reviens. Et là, ça chasse. Ça chasse les mauvaises pensées. Oui, parce que du coup, je remplace la pensée qui revenait tout le temps par une pensée qui va être comme un mantra pour arriver à quelque chose d'autre. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, donc du bien. coup, elle la remplace bien. Puis la respiration est importante. Dès que ça va pas, moi, je mets mes baskets et je vais courir. Ah oui. Oui, parce que quand on va courir, quand on va nager, quand on va pédaler ou marcher un peu vite, on va commencer au bout de 20-25 minutes à sécréter ces fameuses endorphines qui sont ce qu'on appelle les hormones du bonheur, entre guillemets, et qui vont vous donner un sentiment de plénitude. Par exemple, si vous avez les idées qui... Prenez juste des baskets. Bon, ici à Paris, c'est plus compliqué de courir, mais vous allez marcher de façon très rapide, d'accord ? Au bout de 20 minutes, vous allez voir que vous allez trouver des réponses à toutes vos questions d'avant, qui étaient très bouchées. Et d'un seul coup, la lumière va arriver.
Et c'est dingue parce que quand je suis en vélo, quand je suis en train de nager, des fois je m'enregistre, pas en nageant, mais je m'enregistre. Je prends mon téléphone et je m'enregistre parce que j'ai des idées, j'ai 10 idées à la seconde. C'est un truc de dingue. Et tout ce qui est alors je dis en rigolant, la sérotonine, la dopamine, les endorphines, ça, c'est libéré par une pratique sportive d'endurance. C'est libéré dans le cerveau. On est vraiment et dans le corps. Donc il faut le faire. Alors d'endurance, et j'imagine qu'il faut le faire très souvent aussi. En fait, plus vous le faites régulièrement, plus elles arrivent vite. Ouais. Et pour vous, si vous le faites pas régulièrement, ça mettra un peu plus de temps. Vous allez être un peu dans la souffrance pendant les 15 premières minutes. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Nathalie ? On peut marcher avec des bâtons, c'est très bien aussi. Ouais, parce que ça mobilise 90% des muscles du corps, alors que courir ou marcher, c'est quasiment que le bas. Et là, avec les bâtons, vous allez vraiment mobiliser tout le corps. Tout le corps. Ouais, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qui a fait que quand vous avez eu la préménopause ou la ménopause, j'imagine vous qui êtes très dynamique, il y a quand même des choses qui ont dû changer dans votre corps, dans votre manière de vivre. Il y a déjà des choses qui ont changé quand j'ai arrêté la compétition de haut niveau. Ouais. L'année qui a suivi, donc c'était en 95, ça date, mais l'année qui a suivi, j'ai perdu, je pense, 5 ou 6 kilos de muscles et je craquais dans tous les sens. Je sentais que mon corps changeait complètement. Donc ça, c'est déjà un premier très point. Important. Ouais. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye de me reposer, d'avoir des phases de récupération plus longues. Ouais. Ce serait faux de dire qu'aujourd'hui, j'ai la même pêche qu'à 20 ans, vu que j'ai déjà vachement de pêche. Vous imaginez à 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire encore tout ce que vous faites ? J'imagine à 20 ans. Mais tout ce que vous faites encore comme sport, parce que vous dites j'ai des moments de pause, ok, mais alors donc avant ces moments de pause, vous faites beaucoup de choses. Une journée type, en général, je me lève et je fais 20 minutes 10 à 20 minutes d'étirement, gainage, abdos, tous les jours. D'accord, ok. Bon, ça me permet, parce que comme j'ai un peu mal au dos, vous savez, quand on fait un sport de haut niveau, on peut avoir après des douleurs. Le dos en planche à voile, parce que l'eau, c'est très rigide quand on est dessus et qu'on va vite. Ça tape comme si on était sur du béton. Donc le dos, les genoux, les bras. Bon, j'ai, comme toutes les petites vieilles, un peu d'arthrose. Ouais. Donc le mouvement, c'est la vie. Ouais. Quand on a mal quelque part, quand on a mal au dos, quand on a mal aux genoux, quand on a mal aux mains, quand on a mal à la nuque, il faut bouger, mobiliser les articulations. Et franchement, les gens qui vous disent j'ai mal aux genoux, je peux pas aller marcher, et ok, va marcher, tu marches une demi-heure tous les matins et tu vas voir, tu n'auras plus mal aux genoux. Et c'est vrai. Non, mais j'y crois. Je l'ai testé avec mon père qui voulait pas marcher, et bien maintenant il marche 1 heure tous les jours. Ah, génial. Et il me dit, mais je n'ai plus mal aux genoux. Je dis, et oui, papa, c'est QFD. Je dis pas, je te l'avais dit, mais bon, c'est génial. Donc moi, je me bouge. Si je me bouge pas, j'ai mal au dos, je suis toute rouillée. Puis après, petit-déj léger. Et là, c'est quoi un petit-déj léger ? Quand je suis chez moi, j'aime bien avoir 2 œufs brouillés, un demi-avocat. D'accord. Voilà. J'essaye de pas manger de sucre le matin. Ouais. Et j'aime bien le rooibos. Pour pas avoir trop de pâtes. Non, parce qu'il n'y a pas de thé, justement. Ouais, oui, c'est un thé santé. Santéine. Oui, santéine. Comme j'adore le café, ça me permet de boire mes 3 cafés quand même. Sinon, ce serait n'importe quoi. Ouais. Et le matin est consacré au sport. D'accord. Chez moi, avec mon mari. Bon, avec Tanguy. Oui, avec Tanguy. Mais encore une fois, moi, j'ai pas un boulot classique. Je suis pas 8h midi, 14h, 18h. Je suis, ou même, 14h, 13h, 18h. Parce que ceux qui m'entendent vont dire, maintenant, c'est pas le Club Med. Hein, il y a des moments où je travaille de façon très intense, plusieurs jours d'affilée, et là, il n'y a pas d'heure. Enfin, vous connaissez le truc. Ouais. Et puis d'autres fois où j'ai du temps. Et comme mon capital, c'est moi. Voilà, ce que je vends, c'est quand même ma forme, ma tonicité, ma vitalité, donc il faut que je l'entretienne. Elle ne tombe pas du Saint-Esprit. Donc le matin, c'est sport. Donc c'est soit je pars rouler 3 heures, soit je vais courir dans la colline autour de chez moi, soit je vais nager, soit les deux. Vous habitez où ? J'habite à Carqueiranne, à côté d'Hyères, en face de Porquerolles. Alors Tanguy, vous dites que vous avez une relation extrêmement fusionnelle. Oui.
Ah bah oui, on est mariés depuis 40 ans carrément, presque. Et Tanguy donc était très sportif. Tanguy, il était escrimeur. Ouais. Il a été champion de France d'escrime en sabre. Il est surtout très compétiteur. En fait, la grande différence entre nous, c'est que moi, je suis sportive. Lui, il est compétiteur. Ah oui. Moi, j'aime le sport pour tout ce qu'il m'apporte, pour les bienfaits qu'il me procure, pour le bonheur, tout ce que j'aime. J'exulte, moi. Quand je fais du sport, j'exulte. Et lui, il veut toujours être devant. Le premier. Tout est compète. Ouais. Tout est compète. Quand on s'était mis au golf, on faisait des concours de putt dans le salon. Quand on fait du vélo, il me dit bon là on va faire ci, ça, et puis il part devant. Il peut pas supporter que je puisse le doubler. De toute façon, j'y arrive pas. Donc voilà. Ouais. Et est-ce qu'il vous a aidé pendant cette période de ménopause, Tanguy? Est-ce que vous en avez parlé ou est-ce que vous avez été plutôt mal à l'aise ou discrète? Ça peut arriver. Il y a des femmes qui n'osent pas du tout en parler à leur mari. Alors, Tanguy est quelqu'un de très placide. Il est d'humeur égale, ce qui n'est pas mon cas. Ouais. Moi, je suis un peu volcanique. Donc, ça part un peu ça part, et puis après, ça se calme. Et il attend tranquillement, parce que ça sert à rien de jeter de l'huile sur le feu. Donc, il a bien vu. Ouais. Par exemple, pour la thyroïde, je me faisais pas opérer, ça a duré 20 ans, et donc j'étais sur une médicamentation qui faisait qu'on gérait les hyper, les hypos, les machins, et quelqu'un d'hyperthyroïdien, c'est quelqu'un de très, très chiant à vivre. Et un jour, il m'a dit, bon là, je crois qu'il va falloir que tu te fasses opérer. C'est infernal. Donc, pour l'après-ménopause, c'était pareil. Mais je lui racontais mes conversations avec le médecin. Et je pense que lui était tout à fait favorable à ce que je sois beaucoup plus calme. Hein, quoi qu'il arrive, ou plus sympa. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'exemples autour de moi de couples qui allaient moins bien à cause de cette fameuse préménopause et ménopause, parce que ça peut foutre en l'air un couple quand même. Sûr. Mais on le dit pas assez. Hein. C'est bien que vous l'abordiez. Parce qu'en fait, les femmes, comme les femmes parlent d'elles ou de leurs symptômes, mais elles ne parlent pas de leur rapport avec les hommes, puisqu'elles n'osent pas trop l'aborder. Et puis les hommes sont perdus. C'est tabou. Et puis les hommes, Berck, ne parle pas de ça. Comment ça, Berck mais comme elles ne parlent pas non plus trop, quand elles sont enceintes, de trucs très techniques, pour pas les effrayer, les petits bichons. Mais moi, pour le coup, comme ça a été très technique, il a bien fallu qu'ils se plongent là-dedans. Quand même. Mais en effet, elles parlent, et encore, elles parlent pas tant que ça de leurs symptômes, parce que moi j'en parle beaucoup à des femmes, et même des femmes qui sont dans des métiers qui sont un peu médicaux, et elles sont elles aussi désorientées. C'est incroyable. Oui, il y a une errance médicale quand même. Il y a une errance déjà psychologique. Une errance, une espèce de mais je comprends pas ce qui m'arrive. Et en général, je lui dis, mais attends, là, ce que tu me dis, c'est juste la préménopause, hein. T'inquiète pas. Moi, je dédramatise. Je dis, tu vois, regarde, c'est préménopause, ça va pas durer. Tu peux faire ci, et ci, ou ça. Quand vous dites, tu peux faire ci, et ça, alors c'est quoi? Eh ben, tu peux te mettre à nager, si t'aimes courir, à marcher, paye-toi des bonnes tranches de rigolade, va voir des films drôles, provoque quelque chose de positif dans ta vie, parce que si tu vas voir un film hyper triste et que tu es déjà déprimé, tu rajoutes quand même, hein, ça sert à rien. Donc fais du sport. Moi j'avais trouvé des compléments phyto qui étaient super bien. Et ça, il faut les tester parce que on n'est pas égal, enfin on n'est pas pareil les unes et les autres. Moi j'en avais trouvé, je me souviens pas du nom, mais grâce à mon médecin encore, j'avais trouvé ça et ça m'avait vraiment aidé à mieux dormir et pas avoir trop de suée. Donc ça c'est important. Et puis donc voilà. Et puis après, une fois que ta ménopause est vraiment là, prendre le traitement. Et si tu peux pas le prendre, trouve autre chose, parce qu'il existe aujourd'hui plein de trucs. Si tu veux pas vraiment, mais il y a des filles qui refusent de le prendre. Et en même temps, ça va pas. Non. Je dis mais je comprends pas parce que là, tout ce que tu me racontes qui va pas, ça pourrait être balayé d'un revers de main avec le traitement. Donc le bénéfice-risque, il est au crédit du bénéfice, quoi. Là, je comprends même pas pourquoi. Oui. C'est la peur, peur. Puis il y a des médecins qui créent aussi cette peur encore. Oui, moi, je le prends, le traitement, ça a changé ma vie. Carrément. Mais alors, je pleure plus, je suis heureuse, j'ai de bonne humeur, j'ai retrouvé de la joie. Alors, il y a une période, c'est vrai qu'il y a une période pour le traitement. Moi, j'ai mis du temps, j'ai mis à peu près 6 mois à voir comment, si je mettais deux petites pchites de crème sur mon poignet. Bon, alors moi, je sais maintenant que c'en est 3. Il y a la gélule que je prends le soir. Bon, oui, voilà.
Il y a un petit moment d'adaptation. C'est vrai, mais comme tout traitement au long cours, et moi je l'ai vécu pour la thyroïde, c'est pareil. On ne trouve pas comme ça le bon dosage. Le bon dosage, oui. Quand on a tout notre appareil génital, on prend traitement. On prend deux hormones, les oestrogènes et la progestérone. Et celles qui ont eu une hystérectomie, qui n'ont plus de trompe, plus d'ovaires, etc., c'est que des oestrogènes. Que des oestrogènes. Voilà. Mais j'ai appris, par exemple, récemment, que c'est les oestrogènes qui nous permettent de réguler notre température. Donc c'est pour ça aussi que quand on est ménopausé, si on n'a plus d'oestrogènes, on a tout le temps froid ou on a des suées. Mais c'est vrai que c'est pas non plus magique, c'est-à-dire qu'il va falloir l'adapter. En fait, il faut faire des allers-retours avec son médecin et en permanence. Voilà, et puis peut-être faire aussi des prises de sang pour voir comment on est dosé, quoi. Je me demandais, Nathalie, est-ce que ça a été difficile pour vous quand vous avez arrêté la compétition? Est-ce qu'il y a eu un deuil quelque part à faire? Parce que vous avez eu plein de vies quand même. Non, parce que il n'y a pas eu ce qu'on appelle cette petite mort que vivent certains sportifs. La dernière année de ma carrière, nous, on était donc le Funboard, on avait une grosse exposition médiatique avec TF1, puisque TF1 avait un deal avec un des gros partenaires du circuit, qui était mon partenaire. Et à l'époque, Jean-Claude Dacier, qui était le patron du service des sports, est venu me voir, il m'a fait « Mais c'est formidable, Jean-Claude, il parle comme ça, mais tu es sportive, tu es une fille, tu es jolie et tu parles bien. » Ça lui paraissait absolument incroyable qu'on puisse combiner tout ça. Et tu devrais faire de la télé. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, pourquoi pas. Et puis, en fait, j'ai embrayé sur TF1 et au service des sports. Et je pense que finalement, j'ai gardé ces mêmes ressorts de le direct, puisque j'ai fait énormément d'émissions en direct au tout début. Et le direct, la pression du direct, être prêt au bon moment. Et puis l'audience, les audiences, c'est le jugement dernier, quoi. Et en sport, tu tombes, le résultat que tu vas faire, c'est ton jugement dernier aussi. Et j'ai gardé cette espèce d'excitation, ce stress, il faut être prêt au bon moment, etc. Donc ça m'a pas manqué. Et quand vous présentiez Interville, moi je reviens toujours à Interville avec Nathalie, c'est toujours mon grand moment. Mais non, mais parce que c'était difficile l'Interville, c'est toute une époque. Oui, là. Quand même. Alors c'est marrant parce que à la première d'Interville, c'était Saint-Amand-les-Eaux, évidemment, parce que c'était historiquement toujours Saint-Amand-les-Eaux. Et on fait l'émission donc direct. Mais il faut savoir qu'il y a 5 ou 6 000 spectateurs. On a 2 oreillettes pour essayer de s'entendre. Et moi, je dois expliquer des jeux, parler aux gens, expliquer... mais énorme. Bref, et tomber à l'eau. Et à la fin de l'émission, la directrice artistique qui s'appelait Leila Melsic, qui était une magnifique femme, qui était croate, je crois, elle m'a dit: Nathalie chérie, tu étais formidable, très très bien, très belle, très dynamique, mais n'oublie jamais, quand caméra tourne, toi sourire. même qu'en grande concentration, toi sourire. Et en fait, elle avait raison. C'était que j'étais tellement concentrée que j'étais un peu en apnée, comme quand on fait quelque chose qu'on sait pas faire et qu'on est hyper dans le truc. Et maintenant, à chaque fois que je fais quelque chose, mais même dans la vie de tous les jours, je me dis, voilà, le body language, c'est vraiment, il faut sourire. Ça s'entend. Et en radio, le sourire s'entend. Bien sûr. Pourtant, vous avez dit un jour, dans nos métiers, on cache tout. Dans nos métiers, on cache. Alors ça, c'était par rapport au vitiligo, parce que j'ai un vitiligo, donc une dépigmentation de la peau, c'est une maladie auto-immune. Vous avez ça depuis en fait, c'est une maladie qui va souvent en package avec la maladie auto-immune pour la thyroïde que j'avais, et qui s'est déclenchée comme souvent avec un gros stress hormonal. Et là, c'était ma grossesse. Donc je l'ai depuis. C'est la grossesse. Ouais, c'est-à-dire que quand j'ai accouché. Quand vous avez réussi en fait à. Non, mais quand on est enceinte, on est hormonalement, c'est quand même encore un autre tsunami. Bien Nous, sûr. les femmes, on n'a que des tsunamis dans notre vie. Que ça. C'est un petit peu comme l'histoire de la Terre avec les 5 extinctions. Nous, c'est sans arrêt, c'est et à chaque fois, c'est la résurrection. Ouais. Et je me suis blessée à la main, et puis ça s'est étendu, et puis voilà. Et dans nos métiers, oui, on est tout le temps en train de te maquiller, de te cacher
lâcher la ride. Et au début, quand ça a commencé, on me cachait tout. On cachait votre vitiligo. Mais de toute façon, vous faites de la télé, vous savez bien qu'on met des pâtés. Moi, je dis aux filles, mais arrête de me mettre des pâtés, quoi. C'est plus moi. Mais on vous dit, tiens, tu devrais faire une retouche là, tu devrais et puis voilà, c'est l'image. L'image doit être parfaite, même si ça change un peu aujourd'hui. Et oui, dans nos métiers, il faut cacher. Tout doit toujours aller bien, on doit tout cacher, on doit être belle, on doit être performante et surtout pas avoir de taches sur les mains. Nous, dans nos métiers d'image, c'est très difficile de voir les petites jeunes arriver, de se dire moi je suis passée ou c'est plus mon temps, etc. Ce qui est faux d'ailleurs. Ça a été dur pour vous ? Non, parce qu'en fait je pense pas du tout comme ça. Donc non, je me dis de toute façon la population vieillit tellement qu'il faut bien à un moment donné qu'il y ait des représentations qui leur ressemblent ou qui les inspirent. Et les gens qui sont plus vieux ne vont pas s'inspirer forcément de quelqu'un qui a 25 ans. Les pubs de cosmétiques, quand on voit une gamine de 15 ans en photo, moi, ça me donne pas envie d'acheter le cosmétique. Je me dis, mais enfin, c'est quoi cette histoire ? J'ai pas 15 ans. Alors que quand je vois Isabella Rossellini qui affiche ses rides et qui est belle comme un cœur, ou d'autres... Kate Winslet, par exemple. Voilà, par exemple, voilà. Oui, donc non, pour vous répondre, je suis pas nostalgique. Là, je me raconte avec vous, mais en vrai, je me raconte jamais. Enfin, j'y pense pas. Moi, je suis toujours sur ce qui va arriver. Demain est un jour meilleur, toujours. Et quand je me penche sur tout ce que j'ai fait avant, je me dis, oh putain, waouh. Ah ouais, quand même. Fait quelques trucs. Et quand parfois on a des dîners avec des mecs qui se la racontent un peu, je les regarde et j'ai envie de leur dire, ouais, Coco, vas-y, raconte-toi. Et ils sont là, c'est des gros machos. Et après, quand on se couche, je dis à Tanguy, dis donc, ton pote, là, j'aurais pu... Il me dit, oui, je sais. Nathalie, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? C'est quoi parce que vous faites encore plein de métiers. Choses, ouais. Alors j'ai une émission de télé sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'appelle Waouh, dans laquelle j'accompagne un sportif d'un sport un peu outdoor et un peu waouh. J'ai les séjours vitalité à la maison et à la montagne. On organise des séjours chez nous avec des femmes qui viennent. C'est pour ça que je connais bien les problèmes des femmes qui s'appellent des séjours vitalité. Ah oui. Et pendant 4 jours, des femmes de nos âges ou un peu plus jeunes, souvent des préménopauses, viennent à la maison et j'essaie de leur donner mes petits tips pour avoir cette vitalité que moi j'ai la chance d'avoir. Et c'est Tanguy qui cuisine. Donc moi je les emmène faire du sport le matin, on marche, pas de la course à pied, pas du triathlon, des grandes marches de 4 heures ou 3 heures dans des lieux sublimes. Chez moi il y a un spa, donc elles profitent du spa, elles ont des massages, on fait du yoga, enfin voilà. Et c'est l'occasion d'échanger aussi sur tous ces thèmes. C'est pour ça que je connais bien aussi le problème de façon un peu générale des femmes, parce que quand on est ensemble, on en parle. Et d'ailleurs, même quand il y a un mec, je dis au mec, ça te dérange pas, on va parler ménopause. Non. Je dis, comme ça, tu vas apprendre plein de trucs, tu vas voir. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, pour que les mentalités évoluent sur le corps des femmes ? En fait, on stigmatise beaucoup les femmes de 50 ans, alors que d'ailleurs, quand on vous regarde, en fait, il n'y a même plus d'âge, d'ailleurs, on ne sait même plus... Oui, je pense que c'est en train de changer, mais pour que des mentalités évoluent, il faut une génération quasiment. C'est long. Mais quand on pense que nos grands-mères, à 50 ans, c'était des grands-mères. Vous vous sentez grand-mère, vous, même si vous aviez des petits-enfants, vous seriez... grand-mère, mais même si j'avais des petits-enfants, j'adorerais mais quand moi même. Aussi, j'adorerais. Mais on ne sera pas les mêmes grand-mères. On ne sera pas les mêmes grand-mères, non. On vieillissait mal avant. Je pense que ce sont nos filles qui arriveront à changer ça. Et les filles de nos filles et les fils aussi. Mais ça ne change pas en un claquement de doigts. La révolution sexuelle, elle n'a pas eu lieu en 2 minutes. Le statut de la femme, il n'a pas eu lieu. On part de loin quand même. On parle de loin. C'est vrai. Il y avait un chef de famille. Alors, je rêve. Aujourd'hui, ça paraît complètement dingue. Dans nos pays à nous. Bien sûr. Mais ça paraît complètement dingue qu'il y ait un chef de famille... Qui est un chef de famille, de toute façon. Il y a des familles où il y a que des femmes en plus. Donc, qui est le chef ? Moi, dans ma petite famille, avec des femmes. C'est moi le chef de famille. Ça s'appelle un matriarcat, ça. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que les années vous ont enlevé et que vous ont-elles apporté ? Elles m'enlèvent la jeunesse. Ça, c'est sûr. Elle m'enlève... qu'est-ce qu'elle m'enlève ? Peut-être de l'insouciance. Quand on est jeune, on est très audacieux. On a tendance à perdre l'audace.
oser, c'est quelque chose qui est assez facile quand on a 20 ans. Et moins facile quand on a 50, 40, 50, 60, parce que on a des choses à perdre. Quand on a 20 ans, on n'a rien à perdre puisqu'on n'a pas encore construit. C'est compliqué, ça. J'envie ceux qui sont absolument pas attachés à rien et qui osent tout. Et ceux-là, on peut les traiter d'inconscients parfois. Alors c'est ça la limite entre l'audace et l'inconscience. Et je pense que l'âge, la vieillesse, nous ôte beaucoup d'audace et d'insouciance. Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes assez audacieuse encore. Enfin, moi, j'ai l'impression que vous... je suis audacieuse sur certains sujets et moins sur d'autres. J'ai parfois du mal à bouger les lignes, mais heureusement, j'ai un mari qui est un peu le chamboule-tout. Donc, Et vous avez parlé de votre grossesse très facilement, de votre ménopause très facilement. Peu de femmes publiques osent aborder ce genre de thème. Pourquoi c'était aussi important pour vous justement d'en parler, Alors j'en ai pas parlé tout de suite. De libérer la parole. J'en ai pas parlé tout de suite. Quand j'ai écrit ce livre en 2019, je me suis dit je vais essayer de trouver des moments fondateurs de mon existence, de montrer comment le sport m'a aidé à les combattre ou accompagner, et à chaque fois trouver des témoignages d'experts pour que les gens y trouvent quelque chose pour eux, parce que se raconter pour se raconter, enfin quel intérêt. Il faut que les gens arrivent à en trouver quelque chose d'enrichissant. Et là, je me suis dit c'est peut-être le moment de parler de tout ça, et la ménopause aussi, en disant non, ça n'est pas un tabou. Mais c'est marrant parce que j'avais fait aussi une campagne avec Always pour les fuites urinaires. Et, enfin pour les fuites urinaires, pour expliquer les fuites urinaires qui sont un tabou. Et au départ, c'était quand même il y a quelques années, on me tombait dessus en me disant dégueulasse, parler des fuites urinaires, machin. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est devenu un grand sujet. Même moi j'en parle. Et donc je dis oui, c'est ce qui arrive aussi à plein de gens, et pas qu'aux femmes ménopausées. Ça arrive aussi aux filles très sportives. Dès qu'on fait des abdos trop forts, avec les crunchs, etc., le périnée, c'est un sujet. Et les hommes ont un périnée, d'ailleurs. Et s'ils ont un problème de périnée, c'est aussi des problèmes d'érection qui peuvent s'en suivre. Donc c'est autre chose que de la fuite urinaire. Donc ça vaut aussi qu'on en parle. Donc voilà. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Du moment que c'est pas je suis pas dans la provoque, je suis juste dans le constat. Dans le constat d'une réalité. De la vie. Si vous deviez donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, aux femmes, aux hommes, si vous deviez parler de la ménopause ou du mieux-être, ou de la bienveillance, ou de la vieillesse. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Je dirais d'abord que on va tous vieillir, mais on peut ne pas devenir vieux. C'est une question de curiosité. Et je dis toujours à ma fille, tu vois, comme quand Leila Melsic me disait sourire, je dis, tu vois, quand on vieillit, on le voit, les coins descendent de la bouche. Moi, j'essaye toujours qu'ils se relèvent. Et ma fille, elle me dit, mais c'est vrai, t'as toujours un léger sourire. Tout le temps. Et je dis, oui. Et au début, je me forçais parce que t'as envie, la gravité fait que ça tombe tout le temps. Et je me dis que on peut ne pas devenir des gens blasés, vieux schnock, machin. C'est important, ce message. C'est ne pas devenir vieux, ça veut dire rester curieux, ça veut dire ne pas faire que ce qu'on sait faire, aller vers des choses un peu risquées, mais entre guillemets, bien folles, avoir de l'audace, garder cette audace, cette envie de tout. Et ça peut nous accompagner jusqu'au bout, même si on bouge moins. Voilà, on peut trouver du plaisir à plein d'autres choses que d'aller courir des marathons, par exemple. Alors j'avais vu dans un podcast, il y a Joël de René qui disait il a préfacé mon livre, Joël de René. Il a préfacé votre livre, et alors il dit sur les vagues, sur le surf, et il dit que justement, en fait, il faut avoir un espèce de déséquilibre équilibré, et c'est ça qui fait qu'on tient debout. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans la vie, c'est toujours une recherche d'équilibre dans le déséquilibre. C'est ça. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est d'arriver à trouver son équilibre dans le déséquilibre. Et j'ai cette chance, c'est une chance inouïe de pas avoir une vie trop routinière. Il y a une phrase de Paulo Coelho que j'adore qui dit si tu penses que l'aventure est dangereuse et c'est la routine, elle est mortelle. Et pour moi, c'est exactement ça. Ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui, dans la routine, trouvent une forme de stabilité et qui en ont besoin.
Moi, au contraire, j'aime bien que ça vole en éclats. J'aime bien quand ça part un peu en live et que je sais plus donner de la tête. Oh là là, mais moi, c'est exactement ça. Moi, j'adore. On va finir là-dessus. Nous aussi, on veut que ça vole en éclats. On vous conseille que ça vole en éclats. Merci, Elsa. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Vraiment, merci. C'est super. C'est ce que j'aime avec ce podcast. Parler du même sujet sans jamais entendre les mêmes propos et en apprendre un peu plus sur moi-même et sur les autres. C'est dans cet état d'esprit que j'ai contacté Abigail Déby, une soignante un peu différente. Médecin urgentiste, elle monte au créneau depuis quelques années pour dénoncer la dégradation de l'hôpital public. Depuis quelques temps, elle a trouvé un autre cheval de bataille avec la ménopause. Alors je l'ai appelée pour mieux comprendre le lien entre ces deux combats. C'est vrai que le lien entre ménopause et médecine d'urgence, il est pas forcément très très évident à la base. Et en fait, je pense que c'est vrai que moi, en tant que médecin urgentiste, ça fait des années que je suis témoin de la dégradation, voire même de l'effondrement du système de santé tel qu'on l'a connu et qu'on l'a aimé et chéri en France, quoi. On s'était dit vraiment que c'était quelque chose d'extraordinaire, que chacun avait la possibilité d'être soigné en temps et en heure. Je me suis beaucoup posé la question de voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'action. Et une des choses qui moi me semble fondamentale et dont on parle pas forcément beaucoup, c'est je trouve que depuis toujours, on a trop confié le savoir médical justement au corps médical. Et que un des axes de réflexion qu'on pourrait avoir, c'est de redistribuer un peu ce savoir à tout le monde et démocratiser la connaissance. Pour les patients, on sait que dans les années qui viennent, on aura un recours qui sera moins facile à la médecine quand on en aura besoin. Donc il va falloir devenir un peu acteur de sa santé et ça passe par le fait de mieux connaître son corps. Les médecins connaissent la pathologie, mais est-ce qu'ils connaissent bien la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement normal du corps? C'est pas certain, c'est pas sur ça que les études de médecine sont axées. Et ce savoir, vu qu'il concerne tout le monde, il appartient en théorie à tout le monde. Et la ménopause, ça fait partie de ces sujets qui concernent la moitié de l'humanité, puisque l'espérance de vie s'est allongée. Ça concernera les femmes pendant peut-être un tiers de leur existence. Et en tant que soignante, je me suis dit aussi que ça devenait de mon devoir aussi de faire plus de médecine préventive et faire en sorte d'être aussi meilleure sur ces sujets que je viens d'évoquer, l'hygiène de vie, le sport, la nutrition, etc. De quelle façon votre métier aux urgences vous a vraiment fait changer de regard sur la ménopause ? Moi, en tant que médecin, je suis sortie des études de médecine avec des connaissances sur la ménopause qui étaient quasiment celles du grand public, quoi. C'est-à-dire rien, c'est l'arrêt des règles, il y a des bouffées de chaleur et basta. Et j'ai pas eu de souvenir de l'avoir évoqué comme cause ou facteur déclenchant de certains symptômes quand j'ai pris en charge des patientes au début de ma carrière. Maintenant, j'y pense beaucoup plus. Et aux urgences, ça peut être par plein de biais différents. Ça peut être notamment tout ce qui est pathologies cardiovasculaires qui sont en fait très fréquentes chez les femmes et ça on s'en rendait pas compte. Et la ménopause en fait en perdant le rôle protecteur cardiovasculaire des oestrogènes, les femmes deviennent très très à risque d'avoir des pathologies cardiovasculaires comme notamment les infarctus du myocarde. Et puis tout ce qui est traumatologique en fait, les fractures qui sont liées à l'ostéoporose, etc. Donc maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours en fond et auquel je pense. Aux urgences, c'est pas extrêmement simple évidemment de penser à ça, mais on peut toujours réorienter la patiente vers un ou une spécialiste qui pourra avoir une vision un peu holistique de la médecine. C'est quelque chose on a beaucoup segmenté aussi la médecine en spécialité d'organes. Or, la ménopause, c'est quelque chose qui peut donner 70-80 symptômes différents. Quelle que soit la spécialité, le médecin a intérêt à connaître ce sujet puisque ça touche, ça donne des symptômes neurologiques, des troubles de l'humeur, ça joue sur les articulations, sur la peau, sur le cœur. Enfin bref, c'est un sujet extrêmement vaste et pour moi qui me semble très très important. Et qu'est-ce que ça a changé dans la façon d'exercer votre métier ? La première chose, c'est l'écoute. C'est l'écoute de la patiente parce qu'on sait que la douleur, notamment, est moins prise en compte et est moins écoutée en fait chez les femmes que chez les hommes. Il y a des études qui montrent que quand une femme se présente avec une douleur thoracique, si elle dit qu'elle est angoissée, mais elle peut être angoissée justement parce qu'elle a une douleur thoracique et qu'elle a peur d'avoir un infarctus, eh bien elle va être elle aura moins accès à des examens, il y aura un retard diagnostique, voire même on va lui dire c'est dans la tête et on va la laisser rentrer chez elle. Donc les femmes sont beaucoup plus à l'aise. Donc la première chose que je fais, mais ça je le fais pour tous les patients, hommes comme femmes, c'est d'écouter ce que les gens ont à nous dire
et de prendre en compte leurs symptômes avant de les cataloguer comme étant psychosomatiques, etc. Donc la première chose, c'est ça. Et après, je crois que c'est vraiment mes connaissances actuelles et qui sont vraiment récentes sur la ménopause qui font que je vais vraiment rechercher une pathologie cardiovasculaire chez une femme qui se présente avec certains symptômes, chose que j'avais tendance à considérer comme plutôt rare avant de m'intéresser à ce sujet, quoi. Alors Nathalie Simon, elle a une hygiène de vie quasiment parfaite, mais c'est une grande sportive. Alors quand les femmes sont ménopausées, comme moi par exemple, on leur dit souvent fais 2 fois plus de sport, mange 2 fois moins, ce qui évidemment ressemble vraiment à une punition. Quel est votre avis sur ce sujet ? Toutes les injonctions sur le sport et la nutrition, si on sait qu'il va falloir faire plus de sport et manger pas moins mais différemment à la ménopause si on veut traverser cette période, disons, avec un peu de grâce, mais si c'est des choses qui sont totalement nouvelles et qui font éruption dans votre vie du jour au lendemain, on sait que ça marchera pas. Donc je dirais que la première chose, c'est il va falloir quand même mettre le plaisir un petit peu au centre, parce que sinon c'est l'échec un peu assuré. Si on considère que manger différemment ou faire plus d'activité physique, c'est une punition, enfin il y a fort à parier, la volonté c'est quelque chose de fini, donc il y a fort à parier qu'au bout d'un moment ça marchera pas trop. Puis il faut pas oublier que la ménopause ça survient dans une période de vie qui est encore ultra chargée. On peut pas toutes faire 4 heures de sport par jour si on a des enfants à charge, des parents qui vieillissent, un travail qui nous prend encore beaucoup de temps, une vie personnelle, etc. Donc voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bénéfices majeurs au fait de faire du sport. Et le mieux, les conseils des spécialistes de la ménopause, c'est de dire il vaudrait mieux commencer à faire tout ça avant la ménopause. On sait que la périménopause, c'est une période qui peut durer jusqu'à 10 ans avant la ménopause. Et c'est le moment un peu de se renforcer, parce que ce qui va se passer en fait lors de la ménopause, c'est que comme on baisse drastiquement sa production d'œstrogènes, tous les bénéfices des œstrogènes vont être un peu perdus. Les œstrogènes, ça agit aussi sur les os, la consolidation des os, les articulations, etc. Et il va falloir se renforcer. Donc il y a plusieurs types d'activités physiques qui vont être importants. Il y a le cardio, ça c'est forcément important. Et ça peut être des activités très douces. Il n'y a pas besoin forcément de courir ou de faire des choses très violentes. Ça peut être du vélo, de la marche, de la natation, de la course à pied. Travailler sa souplesse, parce qu'on sait que du coup pour les traumatismes égaux, les femmes elles auront plus de risques de faire des fractures en raison de l'ostéoporose, des douleurs articulaires, des douleurs tendineuses, ligamentaires. Donc des exercices de souplesse, ça c'est super important. Et quelque chose qui est pas encore très très démocratisé, parce que c'est pas associé, je trouve, au corps féminin, mais la musculation, il est jamais trop tard pour commencer et travailler, soulever des poids, faire du renforcement musculaire et soulever des poids, ça aussi c'est hyper important. Quand la ménopause survient, la répartition des graisses et le stockage des graisses et tout ça sera pas le même. Or, si on construit du muscle en amont et pendant toute cette période, le muscle en fait consomme plus d'énergie. Donc plus on aura de muscles, plus on pourra consommer de calories. Donc c'est plus facile. Et c'est vrai que cette espèce d'adage qu'on avait avant de dire finalement c'est très simple, c'est les entrées-sorties de calories, c'est quelque chose c'est trop simpliste déjà. Ça marche un petit peu quand on a un métabolisme de femme jeune, mais à la ménopause, il y a trop de facteurs qui entrent en compte. C'est pas si simple que ça. Donc c'est pas forcément manger moins, c'est manger différemment, manger plus de protéines, manger plus de fibres, manger des choses qui vont être bénéfiques. Voilà, limiter la consommation de sucre rapide, etc. pour limiter les impacts de la ménopause. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est jamais trop tard pour changer. On peut changer petit à petit. On n'est pas obligé. Il y a aucune c'est pas parce qu'on n'est pas parfaite que c'est foutu en fait, parce qu'il y a aussi tout ça en se disant peut-être si j'ai jamais été sportive ou que j'ai pas très bien mangé dans les décennies qui ont précédé, c'est pas la ménopause alors que je serai plus fatiguée, que je vais prendre du poids, que je vais y arriver. Mais non, en fait, c'est le contraire. Tout est toujours possible à tout âge avec des petits changements. Un peu de compassion et envers soi-même, on peut faire vraiment des miracles. Ça, c'est important. Même si les choses ont évolué, que faudrait-il selon vous pour changer enfin le regard que l'on porte sur les femmes ménopausées ? En fait, c'est un combat qui ne peut aller de pair qu'avec d'autres combats, c'est-à-dire une médecine qui soit plus juste, plus égalitaire, où tout ce qui touche à la santé de la femme soit quand même plus pris en compte. Et ça va avec d'autres choses aussi. C'est aussi le regard qu'on porte sur les femmes en général, pas que les patientes, mais c'est aussi le fait que la femme est quand même beaucoup plus sexualisée que l'homme, et qu'on a souvent eu cette idée que la femme ménopausée, à partir du moment où elle vieillit,
le regard sur elle est forcément négatif, un peu dégradant. C'est ce qu'on appelle l'agisme aussi. Et c'est vrai que on part de très très loin, puisque en faisant des recherches, j'ai trouvé un best-seller de 69 qui s'appelait Tout ce que vous voulez savoir sur le sexe, et qui parlait des femmes ménopausées en disant pas vraiment hommes, pas non plus femmes fonctionnelles, ces individus vivent dans un monde d'intersexes ayant épuisé leur utilité en tant qu'être humain. Donc là vraiment c'est tellement catastrophique, et on voit bien même le fait d'utiliser le terme individu, c'est une sorte de mise à distance, quoi. Vous êtes au rebut, quoi. Vous avez, et puis perdre une utilité, enfin c'est tellement abject que je sais même pas quel commentaire fait. Donc voilà, je pense que la ménopause c'est un sujet extrêmement crucial, parce qu'en fait c'est à l'intersectionnalité de plein de luttes importantes en fait. Vieillir sans devenir vieille, trouver son équilibre dans le déséquilibre. Je vais rester sur ces mots beaux et justes qui vont résonner encore longtemps dans mon esprit. Merci à Nathalie Simon pour sa douceur, sa simplicité, sa générosité. Son livre « Les bienfaits du sport » est toujours disponible, et n'hésitez pas à faire un tour sur sa page Insta qui regorge de tips et donne vraiment envie de se bouger les fesses. Si, je vous assure. Merci à Abigaël Déby pour son enthousiasme et ses mots qui éclairent et déculpabilisent. Écoutez son engagement qui se prolonge en chanson sur l'album Les Voix du Cœur qu'elle a enregistré avec son groupe Les Soignantes. 3 voix chargées d'émotions et de revendications magnifiques, tout ce qu'on aime. Merci à Sophie Drumin qui a écrit, monté et réalisé cet épisode. Merci à Célia Brondeau qui l'a mixé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!